C'est le grand retour de Sport Express sur ILTV et pour ce premier numéro de l'année 2024, nous avons un invité exceptionnel sur ce plateau. Avec lui, nous allons parler de football et du Racing Club de Lens. Sport Express, c'est parti. Salut à toutes et à tous. Le foot et le RC Lens seront donc à l'honneur dans ce numéro. Quelques mois après son intronisation à la tête du Racing Club de Lens, nous recevions sur ce plateau Franck Hez. L'an passé, c'est son adjoint Yannick Cahuzac qui nous avait fait l'honneur d'être sur ce plateau. Et aujourd'hui, nous poursuivons dans cette veine sang et or avec le premier adjoint de Franck Hez. J'ai nommé Lilian Nalis. Lilian, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Alors, avant d'évoquer votre quotidien d'entraîneur dans le staff lensois, nous allons revenir sur votre parcours de joueur, sur les raisons qui vous ont amené à embrasser la carrière d'éducateur. Mais avant toute chose, le tout début de l'histoire, pourquoi le football? Est-ce que c'était écrit? Bon, je pense que c'était écrit. J'étais passionné par ce sport. J'étais capable de jouer des heures seul dans mon jardin quand j'avais pas de copains avec moi pour jouer. Et puis je vivais dans une famille avec un papa qui était gardien de but au niveau amateur et qui aurait pu à un moment rejoindre le monde professionnel, ce qu'il a refusé parce qu'il avait un travail et il a voulu rester dans cette branche-là. Et donc voilà, j'ai souvent été dans les vestiaires, voir mon père jouer au football. Tous les week-ends, je pense que j'étais au bord du terrain. Donc, et puis très tôt, j'ai commencé à jouer. Et puis après, j'ai gardé la passion. Bon, l'histoire a été donc écrite. Petit rappel, vous êtes né en 1971 à Nogent et vous avez été formé à la JOCR, une des places fortes de la formation à l'époque. Et vous avez notamment signé un contrat aspirant en 1989. Pourquoi Auxerre à l'époque? Alors j'avais des centres de formation qui s'étaient proposés, mais qui étaient des jeunes centres de formation. Et donc un jour, mon père me dit, il y a une journée de détection, je t'emmène à Auxerre. Donc la journée de détection n'était pas pour le centre de formation, elle était pour le sport-études. D'accord. Puisque j'avais quand même mes parents qui souhaitaient que je continue au niveau scolaire, vraiment un cursus spécifique. Donc je suis parti là-bas et sur la journée, j'ai été retenu. Donc j'ai intégré le lycée Fourier, qui était le sport-études, voilà, où je suis arrivé, j'avais 16 ans, donc j'ai intégré une première. Au lycée et puis j'ai connu rapidement le fait de jouer en DH, donc senior, et puis dans les mois qui ont suivi de jouer à l'époque c'était la 4e division, et puis dans les mois qui ont suivi de toucher un peu la 3e division, et puis un bon parcours en Gambardella qui a fait qu'au bout de 6 mois, Daniel Roland est venu me chercher pour me dire on va arrêter le lycée Fourier, tu vas descendre au centre de formation. Voilà, donc vraiment pour l'arrivée jusqu'au centre de formation, c'est l'histoire. Je n'étais pas recruté pour le centre de formation, je suis arrivé par le lycée, puis ensuite j'ai vécu ces belles choses. Qu'est-ce que vous gardez de cette période de formation à la JOCR, qui était quand même une des références à l'époque? Ouais, bah, je garde une structuration forte, puisque peu de liberté, mais je pense qu'à cette période, c'était nécessaire. Très grosse exigence. Et puis après aussi la passion du football, parce que quand on a affaire à Giroud ou qu'on a affaire à Daniel Roland, c'est deux personnages extraordinaire à rencontrer dans la carrière d'un joueur. Vous ne jouerez aucun match avec l'équipe première à Auxerre. Je suppose que c'est un regret. Vous allez rebondir du côté de Caen. Est-ce que c'est à Caen finalement que vous considérez le début de votre carrière? Bah, disons que c'est vrai que sur les derniers moments à Auxerre, je me suis même posé la question de me dire je continue, j'arrête. Et puis c'est l'opportunité du Stade Malherbe qui m'a été proposée, qui m'a dit je continue. Mais c'est vrai que j'ai nourri beaucoup de frustration parce que
de frustration. Oui, même si j'étais conscient que le niveau de l'équipe première à ce moment-là, avec des demi-finales de Coupe d'Europe, avec des Enzo Schifo, des Daniel Dutuel, des Raphaël Guerreiro, des Moussa Saïb, c'était la grande époque de la JA. Donc un jeune qui arrive du centre de formation, c'était soit on était très très fort et dans ces cas-là on intégrait l'équipe, ou soit il fallait patienter. Et puis quand ça fait 5 ans qu'on est dans un centre de formation et puis qu'on se dit tous les jours l'objectif que j'ai c'est d'arriver là-haut et que ça ne vient pas, obligatoirement il y a un aspect démotivationnel qui s'installe quand même. Est-ce que vous vous souvenez de vos premières minutes en D1 ? Oui, je me souviens, c'était contre la JOCR. On avait gagné 1-0 ce jour-là au Stade Malherbe. Pour remplacer Willy Gorter. Voilà, tout à fait. Donc c'était une belle soirée. Après quand vous partez à Laval en deuxième division, puis vous revenez en D1 avec Guingamp, Le Havre et Bastia. Vous connaîtrez également le Chievo Vérone en Serie A. Et vous avez connu une finale de Coupe de France avec le SC Bastia en 2002. Est-ce que c'est le moment le plus fort de votre carrière ? C'est pas le moment le plus fort parce que déjà c'est une finale perdue. Donc voilà, ça reste quelque chose qui marque aussi. Mais non, j'ai connu des grands moments dans toute ma carrière, dans les clubs où je suis passé. J'aime les émotions, j'aime le partage avec mes coéquipiers. Et j'ai vécu des moments très forts dans des saisons réussies, avec une force d'équipe impressionnante. Donc voilà, je garde pas spécialement, je veux pas garder un match, je veux garder des moments, j'ai des moments bien précis dans ma tête qui font la fierté de ce que j'ai pu vivre. Alors on reparlera peut-être de passion après, puisque votre carrière elle va prendre un accent très british, puisqu'après le Chievo vous partez du côté de Leicester. Qu'est-ce qui vous a amené en Angleterre ? Alors le choix de partir en Italie, à l'époque où j'étais à Bastia, j'avais 2 possibilités. Voilà, j'avais l'Angleterre et Leicester qui s'étaient déjà proposés, ou alors j'avais l'Italie. À ce moment-là, je suis parti sur l'Italie, puis en passant une année en Italie, en étant barré par un Simone Perotta qui faisait de très grandes choses et qui était devenu international italien, j'avais pas envie de revivre, j'avais déjà 30 ans. Plus de 30 ans, j'avais pas envie de revivre ce que j'avais vécu, des moments où je jouais peu, donc je voulais absolument jouer, voilà, croquer les matchs à pleines dents. Et puis l'Angleterre m'a reproposé un contrat à la fin de cette année avec le Chievo, et puis le terrain d'entente a été trouvé entre les 2 clubs, et voilà, je suis parti. Qu'est-ce que vous y avez découvert ? En termes de passion, en termes d'engouement. Alors j'ai retrouvé la passion que j'ai pas spécialement ressentie en Italie. Alors déjà par rapport à ma situation, puisque j'ai joué une dizaine de matchs dans la saison. Et puis en même temps parce que tout ce que je vivais au quotidien, dans l'entraînement, dans l'approche tactique du jeu, je m'y retrouvais pas. Voilà. Et en fait, en Angleterre, je suis retourné dans un pays où le jeu est la chose la plus importante. L'investissement du joueur dans les séances, l'investissement du joueur dans les matchs, la relation avec le public, voilà, a fait que j'ai retrouvé un monde du football qui me plaisait énormément. D'accord. Lors de votre passage à Leicester, vous allez notamment marquer ce but. Je vous laisse regarder. Cleared by Morris. Nallis! What a goal! That is outstanding! A breathtaking first goal for Leicester for Lilian Nallis. Ce but a été retenu par les fans de Leicester parmi les 5 plus beaux buts des années 2000. Qu'est-ce que ça vous fait de revoir ce but et puis cette passion ? C'est toujours un plaisir de le revoir et puis de se dire que ce jour-là tout m'a souri, quoi. Parce que je pense que si je le retente
99 fois, je le rate 99 fois. Donc, je sais pas. Ce jour-là, les planètes étaient alignées. Ce qui est bon à savoir, c'est que en fait, ce jour-là, ce qui se passe dans ma tête avant cette frappe, c'est juste aucune question. Fais-le, frappe le ballon. Voilà. Comme si j'avais déjà ressenti qu'elle allait finir dans le but. Voilà. Alors il y a des choses qui sont inexplicables. Voilà. Et puis après j'ai déclenché chez les supporters de Leicester notamment la volonté de me pousser à chaque fois qu'un ballon arrivait après et de crier shoot. Mais ils ont été plutôt déçus sur le rendement par la suite. Alors, je parlais de vos années british parce qu'après Leicester, vous jouerez à Sheffield United, Coventry, Plymouth, 3 fois en Championship, et puis vous terminerez à Swindon en Ligue 2. Qu'est-ce que vous retenez de ces années en Angleterre ? La passion, l'investissement de tous les joueurs au quotidien, dans les entraînements, dans les matchs, la capacité à arriver et à rigoler et à être complètement décontracté, et puis une minute après à rentrer dans un match et à être concentré au maximum et à donner la quintessence de ce qu'ils étaient capables de faire. Franchement, c'était les joueurs anglais, c'est impressionnant à ce niveau-là. Est-ce que pour un futur entraîneur, ce rythme, cette intensité, cette passion, est-ce que ça peut être marquant ou inspirant pour un éducateur, pour un entraîneur ? Ouais, je pense que c'est inspirant. Je pense que les questions qu'il faut se poser, c'est se dire comment je peux provoquer chez les gens cette réaction d'avoir envie de jouer et d'avoir envie de tout donner. C'est les questions qu'il faut qu'on se pose. Je pense, qu'est-ce qu'on doit mettre en place, comment on doit communiquer avec eux pour qu'en fait on ressente ce plaisir, cet investissement au quotidien dans ce qu'on doit faire à l'entraînement et ce qu'on doit produire en match. Vous avez connu 13 clubs dans votre carrière, vous avez pris votre retraite en 2010. À quel moment l'après arrive dans votre tête pendant que vous êtes joueur ? À quel moment vous dites il faut que je pense à l'avenir et ça sera éducateur ? Alors j'avais déjà réfléchi à ça en Angleterre. Malheureusement, je m'étais rapproché de la Fédération française de football et on m'avait dit que j'aurais pas la possibilité de valider les diplômes que j'aurais passés en Angleterre, de les valider en France. Donc j'avais arrêté de penser à ça pendant... parce que je pense que je me pose cette question à Plymouth. Donc quand j'arrive à Plymouth, je suis à peu près à 3 ans de la fin de ma carrière de joueur. Et donc... je fais rien pendant ces 3 années. En fait, je vais un peu à l'université pour faire des cours sur la sport scientist. Voilà, donc j'étais allé un peu étudier un petit peu tout ça. Et puis après, c'est quand je suis rentré en France, en fait. Voilà. Quand j'ai quitté Swindon, que je suis rentré, je me suis de suite renseigné pour commencer à passer mes diplômes de suite. Et puis j'ai eu la chance de rencontrer un président qui m'a, Antoine Emmanuel, le président du CA Bastia, qui m'a ouvert la porte du club et qui m'a donné la possibilité de commencer à travailler de suite avec les jeunes, de prendre des responsabilités et puis ensuite de vivre ce que j'ai vécu au sein du club pendant les 5 années qui vont suivre. Est-ce que vous étiez du genre à prendre des notes sur certaines séances, à enregistrer certains exercices, à déjà préparer pendant que vous étiez joueur ? Non, parce que en fait, j'aime la feuille blanche au départ. D'accord. Voilà, j'aime la feuille blanche. J'aime me dire que d'une problématique, on va essayer de trouver des solutions, on va y réfléchir. Et puis bien entendu, qu'il me manquait à ce moment-là la boîte à outils, c'est-à-dire réfléchir à tout ce que je pouvais mettre en place pour obtenir ce que je voulais développer chez les joueurs. Et ça, après, je l'ai appris dans mes formations, je l'ai appris déjà avec les entraîneurs que j'avais rencontrés, parce que j'avais quand même des souvenirs de certaines choses, mais aussi beaucoup avec tous les gens que j'ai pu croiser derrière. Quelles étaient vos missions à l'époque ? Alors,
Sur mes missions au CA Bastia, j'étais chargé de l'entraînement avec Stéphane, donc la mise en place de l'entraînement et puis aussi l'animation de l'entraînement avec lui. Et après, je travaillais sur les coups de pied arrêtés, je faisais des montages vidéo que je présentais aux joueurs. On avait peu de moyens, donc on avait l'obligation de tout faire. Et puis après, sur le banc de touche, s'il avait besoin de moi, ce que je ressentais, ce que je voyais, je l'échangeais avec lui. Si lui avait des questions pendant le match et qu'il avait envie de m'en poser une ou deux ou de savoir quelle était ma vision des choses, on échangeait là-dessus. Donc c'est comme je dis, le rôle d'adjoint, quoi. On est là et puis si on a besoin, on se sert de nous. Vous rejoignez ensuite Laval avec Denis Zanco en 2014, puis Le Havre en décembre 2016 aux côtés d'Oswald Tanchot. Tous ces coachs, j'ai regardé quelques interviews, parlent de vous en employant les mêmes termes, mot pour mot, travailleur, exigeant, intègre et loyal. Est-ce que ça fait partie des règles de base d'un entraîneur adjoint ? Je ne sais pas si ça fait partie des règles de base. En tout cas, ça fait partie de mon caractère et de mon éducation. Et puis ensuite, c'est vraiment comme ça que je vois le métier. Pour moi, il faut absolument une hiérarchie. Les joueurs ont besoin d'un numéro 1 et puis après, ils ont besoin de savoir que tous les gens qui sont autour sont là pour les accompagner et en aucun cas et à aucun moment, on ne peut casser le fait de croire qu'on peut prendre de la place de calife à la place du calife. Voilà, tout à fait. Qu'est-ce que vous retenez de ces années de travail avec Denis Zanco et Oswald Tanchot ? J'ai appris énormément. En fait, pour moi, c'était le retour dans le monde professionnel. Voilà, parce que le CA Bastia restait un club amateur qui a atteint le niveau professionnel, mais qui n'a jamais été structuré pour ce monde-là. Donc là, je retournais dans un monde professionnel et en fait, à ce moment-là, je suis vraiment passé de l'autre côté. C'est-à-dire du fait de me dire, joueur, je l'ai vécu en tant que professionnel, mais là maintenant, je vis en tant que professionnel de l'autre côté. C'est à moi d'apporter des connaissances, c'est à moi d'aider à développer les joueurs et de leur permettre de performer. Donc c'était beaucoup de responsabilités. Et je remercie Denis et je remercie Oswald et tous les entraîneurs que j'ai côtoyés parce que on m'a toujours apporté énormément et ça a permis à mon développement qui continue toujours aujourd'hui. À quelle époque avez-vous rencontré Franck Hez et comment se conclut votre arrivée à Lens ? Alors Franck, on a joué ensemble à Laval déjà, donc on s'est rencontrés en tant que joueurs et puis on avait créé une amitié. On se retrouvait parfois quand on était dans des clubs qui n'étaient pas trop loin, quand je jouais en France. On se retrouvait avec les femmes, avec les enfants. Et donc on avait toujours gardé des contacts, on avait donc des amis aussi en commun, donc on arrivait à se revoir. Et puis un jour, il m'appelle, le club il venait de prendre l'équipe en Ligue 2. Il me dit, écoute Lilian, je suis à la recherche d'un adjoint, je veux que tu viennes bosser avec moi. Moi, j'avais terminé ma période du Havre, j'étais rentré à Bastia. Je donnais un coup de main au Sporting, enfin du moins j'avais donné un coup de main au Sporting pendant une certaine période chez les jeunes. Et donc il me propose ça, période Covid, et donc il me rappelle une semaine ou 15 jours après en me disant écoute, on a vu avec le club, c'est le Covid, ça va pas être possible, donc ça reste comme ça. J'ai dit pas de problème, hein. Et puis derrière il m'a rappelé quand il a été maintenu en Ligue 1. Voilà, et puis il m'a retenu le même discours et puis mon arrivée s'est faite au club. D'accord. Alors avec Laval et Denis Zanco, vous animiez tout en partie les séances. Quelles sont aujourd'hui vos attributions au sein du staff de Lens ? Franck me réclame avec, je dirais, tout le staff qui travaille ensemble à préparer les séances. Donc c'est
ses réflexions sur la séance. Bien entendu, c'est toujours échange avec lui, avec les analyses vidéo, avec les préparateurs athlétiques, puisqu'il y a aussi une notion athlétique dans la séance. Et puis derrière, c'est de préparer tout ça et d'être en capacité d'aller sur le terrain, de la mettre en place et puis de l'animer ou d'assister le coach si c'est lui qui l'anime. Voilà, c'est un peu. Racontez-nous une journée type de Lilian Nalis. Alors une journée type, je suis quelqu'un je commence très tôt mes journées, voilà, j'aime bien arriver tôt et avoir mon temps, donc je suis à 7h au stade. Généralement la veille, j'ai déjà préparé la séance du lendemain. Donc je regarde si tout est OK, s'il y a besoin de modifier quelque chose. Et puis après, je me mets à regarder des images de nos matchs ou des adversaires qu'on va rencontrer pour les séances à venir, s'il y a besoin de travailler sur quelque chose et d'appuyer là-dessus. Et puis après arrive le temps où tout le monde est là dans le bureau. Donc là, on est sur des échanges. On finalise avec le coach la séance en fonction de si il veut mettre des équipes en place, si il veut connecter certains joueurs dans les jeux. Enfin voilà, on partage sur toutes ces choses-là. Après, on part sur le terrain pour préparer la séance, puisqu'on est sur une méthodologie qui réclame à ce que tout soit vraiment installé, prêt avant, pour qu'on puisse dérouler la séance le plus rapidement possible et avec le moins de temps de récupération pendant cette séance. Et puis derrière, c'est retour au vestiaire et puis on se prépare pour le début de séance et puis Et après, on va sur le terrain, c'est la séance, et puis derrière, on repart sur la séance du lendemain, on débriefe, on discute de ce qu'on a vu, de ce qu'on n'a pas vu, avec tout le monde, avec les datas, avec les adjoints, avec les analystes vidéo, et puis après on repart sur la séance du lendemain, et puis on reprépare, et c'est reparti. Vous écrivez quasiment toutes les séances de l'équipe, mais avant cela, il y a la définition du projet de jeu. Quelle est votre place, vous, dans la définition de ce projet de jeu ? Moi, je suis arrivé avec ma vision que j'avais par rapport au système de jeu, de ce qui était déjà fait, de ce qui était déjà défini. Et puis en fait, on est toujours en train d'échanger. La base, c'est le coach. Le projet de jeu, c'est le projet de jeu du coach. Après, ça reste toujours en mouvement. On a la volonté d'avancer, on a la volonté de progresser. Donc, s'il nous manque des choses, il faut arriver à les amener dans le projet de jeu. Donc, c'est l'objectif de l'entraînement. C'est toujours être en capacité de jouer la partition la mieux possible et en même temps de chercher à l'améliorer, au fil du temps. Dans les périodes de doute, comme par exemple lors des 5 premières journées de cette saison, ou plus au cœur de la saison, est-ce que le projet de jeu constitue le rempart, le point d'ancrage du groupe ? C'est le socle. Je pense que oui, ça a été une période difficile, les 5 premiers matchs, ça a été une période difficile surtout au niveau des résultats. Mais il y a eu quand même de très bons contenus sur certains matchs et c'est le projet de jeu qui amène ces contenus-là. Donc voilà, faut pas tout jeter à la poubelle parce que pendant un match, 2 matchs ou 3 matchs, il n'y a pas les résultats escomptés. On savait, et le projet de jeu a montré qu'il fonctionnait, il fallait juste continuer à travailler. Il y avait des nouveaux joueurs qui venaient d'arriver, il fallait les intégrer. Eux ont besoin aussi de prendre des repères que les autres avaient déjà. Donc c'est le socle. Le projet de jeu, c'est ce qui fait l'équipe. Est-ce qu'il y a une tentation parfois de changer des routines, de changer des habitudes pour les joueurs ? Ça, je pense que c'est important parce que si on ne change jamais rien ou quand on tombe dans l'habitude, il peut y avoir aussi une démotivation. Donc c'est à nous d'être attentifs et de pouvoir modifier des petits détails qui font que le joueur a l'impression de ne pas faire la même chose. Mais on est sur une méthodologie avec énormément de jeux et je pense que tous les joueurs qui ont pratiqué depuis 4 ans
ce qu'on fait au Racing Club de Lens prennent énormément de plaisir. Vous disiez tout à l'heure que vous êtes arrivé avec votre vision du système, donc système à 3 défenseurs avec des pistons. Est-ce que c'est quelque chose que vous aviez déjà vous pratiqué, ou joueur, ou sur un banc de touche? Et est-ce que c'était votre schéma préférentiel? Non, c'est pas mon schéma préférentiel. Je l'avais pratiqué avec le CA Bastia, mais beaucoup plus à vocation défensive, c'est-à-dire sur un 5-3-2. Ouais. Voilà. Donc là, ça modifie quand même parce que le 3-4-3 est beaucoup plus dynamique. Vraiment, Franck a la volonté d'imposer, il a la volonté d'imposer l'adversaire sur le fait d'aller le presser, sur le fait de jouer. Voilà, donc il est beaucoup plus dynamique que ce que j'avais vécu au CA Bastia. Comment vous écrivez une séance? Est-ce que c'est un processus qui est totalement solitaire? Solitaire, non, parce que je discute avec Jo, comme je discutais avec KU sur les séances. Après, j'ai une idée directrice, notamment par rapport au projet de jeu, une amélioration du projet de jeu ou une amélioration d'un principe qu'on a eu du mal à mettre en place, très souvent par rapport à nous et moins par rapport à l'adversaire. Et puis derrière, je crée la séance en fonction de l'endroit sur le terrain, des zones que je veux attaquer, de comment on va chercher à les attaquer, avec quels joueurs, et puis voilà. Puis après, tout s'enchaîne et puis ça se monte voilà, avec l'échange, avec les analyses vidéo sur des questions, tiens, comment ils défendent, ou qu'est-ce que tu as pensé de ça, comment on a fait ça, quel a été ton ressenti, voilà. Et puis Jo, qui a aussi son expérience d'éducateur, et parfois on discute sur des consignes, tiens, ça serait peut-être bien de mettre celle-là ou de mettre celle-là, ça va nous apporter peut-être un peu plus de situations qu'on voudrait rencontrer. Voilà, c'est un échange, mais c'est surtout une gymnastique aujourd'hui que j'ai dans la tête. Mais il faut que je trouve une problématique à traiter. Une fois que je l'ai trouvée, après j'avance. Arrive l'heure de la séance. Quel est votre positionnement en séance par rapport aux joueurs et par rapport au coach ? Alors déjà, le coach me laisse la possibilité de donner les consignes, d'expliquer ce qu'on va faire sur les jeux. Et puis après, il me laisse aussi la possibilité d'animer. À moi d'être intelligent pour savoir quand le coach commence à prendre la parole ou quand le coach a des messages à passer pour rester en retrait. Et puis voilà, mais je pense qu'aujourd'hui, tous les joueurs savent très bien que le patron, c'est Francaise et que après, par contre, il laisse la liberté à ses adjoints sur la séance de dire des choses, d'encourager ou de corriger. Voilà, je pense que c'est la force. C'est sa force. Il laisse les gens s'exprimer et c'est très valorisant. Est-ce que cette saison de Coupe d'Europe a changé votre quotidien ? Il a changé le quotidien, l'adversité qu'on va jouer nous oblige à se dire on est obligé de, je ne vais pas dire de travailler encore plus, mais d'être encore plus exigeant ou de peaufiner les choses, d'aller chercher encore plus dans les détails parce qu'il y a beaucoup de qualité en face. Par cette question, c'est par rapport au temps de récupération qui sont moins grands, mais aussi au temps de travail. Il y a moins de semaines complètes de travail avant un match. Est-ce que ça vous a pas surpris, mais est-ce qu'il a fallu une grosse adaptation par rapport à ça ? Pour nous, il n'y a pas d'adaptation, parce qu'en fait, on fait toujours le même boulot, sauf qu'on le fait en fonction du nombre de jours qu'on a. Et après, pour moi, pour les joueurs, c'est problématique. C'est cette répétition de match avec très peu de temps de préparation, on n'arrive plus à travailler. C'est-à-dire que le projet de jeu, justement, qu'on travaille généralement sur des semaines entières et qu'on arrive à bien développer avant un match, quand on a 5 jours avant le match, le fait d'enchaîner, on n'a plus du tout le temps. Et quand on enchaîne pendant 3 semaines, en n'ayant que 2 ou 3 jours entre les matchs, surtout pour les titulaires,
on travaille plus. Enfin, on travaille plus. Disons qu'on ne peaufine plus le projet de jeu assez régulièrement. Est-ce que vous avez aussi, cette saison, senti un changement de perception de l'extérieur par rapport à l'équipe, par rapport au club? Est-ce que vous avez senti qu'on attendait plus de l'équipe par rapport aux saisons précédentes? De la part de l'environnement. De l'environnement, bah, bien sûr, les attentes quand on a connu ce qu'on a connu la saison dernière, bien entendu que les gens ont envie de revivre tous ces moments-là. Après, il y a des changements, il y a des nouveaux joueurs qui arrivent, à nous de travailler, à nous de nous adapter pour essayer de les développer le mieux possible, mais surtout en fonction des étapes qui sont en capacité de franchir ou pas. Donc c'est un accompagnement. Mais après, bien entendu, l'exigence, elle augmente. Et dans le regard des adversaires? Dans le regard des adversaires, oui, ça a changé. Je pense qu'on a été cette année, on est cette année beaucoup plus respecté, notamment de tous les adversaires du championnat de France. On va parler un petit peu de votre formation d'éducateur. Donc, vous l'avez dit, qui a commencé à votre retour en France et que vous poursuivez cette saison avec le brevet d'entraîneur professionnel de football, le BEPF. Vous avez été retenu parmi 34 candidats dans une promotion de 10 entraîneurs, aux côtés notamment on en parlait hors antenne, de Didier Digard, Fabrice Abriel ou Brian Bergogneau. Pourquoi ce choix d'aller jusqu'au BEPF ? Alors, quand j'étais au CA Bastia, j'étais déjà inscrit sur la formation. Donc, c'était en fait... Stéphane était à mi-temps, puisqu'il travaillait à la région. Donc, j'étais, je dirais, la personne qui couvrait le club. Et donc, quand on est monté de national en Ligue 2, Stéphane ne voulant pas aller passer son BEPF, j'avais une dérogation sur l'année de Ligue 2 pour que derrière je sois sur la formation l'année d'après. Sauf que j'ai décidé de quitter le club sur cette année-là, donc je l'ai pas vécu. Je me suis représenté une deuxième fois alors que j'étais au Havre. J'avais pas été retenu à ce moment-là. Et puis après, dans les échanges avec Franck, Franck m'a poussé à aller faire la formation. Il m'a encouragé en me disant que ça allait obligatoirement m'apporter des choses. Et puis je pense que plus on est formé et plus on maîtrise des sujets et plus on est en capacité d'accompagner du mieux possible le numéro 1. La fameuse boîte à outils qui s'élargit. En quoi consiste cette formation ? C'est différents sujets. Il y a la partie football, il y a la partie connaissance de soi, il y a le management, il y a la relation à la presse, il y a le bien-être. Voilà, il y a énormément de sujets qui sont développés, avec toujours l'obligation de porter un regard sur soi et d'accepter le regard que les autres portent sur soi. Donc c'est un peu le but de cette formation. On a beaucoup de retours vidéo de nos collègues des 10 qui sont avec nous et qui font des retours vidéo sur des séances proposées, sur une conférence de presse qui a été organisée et puis qui disent on se rend compte de ce qui va pas et puis on écoute les commentaires des uns et des autres et puis on apprend à se connaître encore plus et à se forcer à s'améliorer, à changer. Il y a aussi beaucoup de stages dans des clubs et notamment à l'étranger. Ouais, j'ai fait mon stage à Columbus, puisqu'on a un stage à faire à l'étranger. Donc moi j'étais parti aux États-Unis. C'est aussi un moment intéressant parce qu'on rentre déjà dans un autre pays. Et puis on découvre tout ce qui est mis en place là-bas pour performer au football. Donc ça a été un bon moment. Comment vous absorbez cette charge de travail dans une saison qui est déjà fort chargée ? C'est difficile. Il y a des moments de fatigue. Mais il faut lutter contre ça. Il faut aussi savoir accepter que
de toute manière, on arrivera à faire ce qu'on est en capacité de faire. Donc des fois, il faut se dire qu'il y a peut-être des choses qu'il faut laisser un petit peu de côté et puis se concentrer sur d'autres. Après, la priorité reste le club. Donc voilà, autour de ça, autour de tout ce qui sont mes obligations, et j'essaye de profiter au maximum de la formation et puis de donner le meilleur de moi-même. Vous finissez cette formation en mai. Est-ce que vous avez déjà mis en pratique certaines choses apprises au cours des mois précédents ? Alors, à mon avis, j'ai mis des choses en pratique parce que j'ai des retours sur les séances qui me sont faites où on se dit oui, tiens, c'est vrai, j'avais pas pensé. Donc, obligatoirement, oui, ça nous change. Après, c'est les autres qui en parleront le mieux. C'est aux autres qu'il faut poser cette question. Est-ce que j'ai changé ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est une formation qui est passionnante et enrichissante. Est-ce que ça vous donne des envies particulières ou des ambitions particulières ? J'ai pas de plan de carrière. J'en ai jamais eu. J'ai pas de plan de carrière. Moi, je veux vivre les moments comme je le vis aujourd'hui. Au Racing Club de Lens, je vis 4 années. Ça fait 3 années et demie, mais c'est tout ce qu'on vit au quotidien, c'est fantastique au niveau humain, au niveau sportif. C'est ma plus belle expérience depuis que je fais ce métier d'éducateur et je souhaite à tout le monde de vivre ça parce que je suis arrivé dans un club qui est tellement aligné avec une volonté de faire les choses tous ensemble, avec un coach qui donne la possibilité aux gens qui l'entourent d'exprimer leur potentiel et qui cherche toujours à les valoriser, qui est toujours bienveillant. C'est franchement une expérience fantastique. En ce moment même, pendant les matchs, vous êtes en première ligne puisque Francaise est suspendu. On va d'ailleurs l'écouter, évoquer cette période. C'était en conférence de presse juste avant le match du PSG. C'est que j'ai, vous le savez, une confiance totale dans mon staff et encore plus en Lilian Alice, qui est mon premier adjoint et depuis 4 ans, depuis qu'on est revenu en Ligue 1. Et en qui j'ai confiance et qui donnera les indications qu'il aura envie de donner. Voilà, évidemment on sera en lien mais moi je prendrai un peu de hauteur, ça ne peut pas faire de mal non plus. Ça me fait penser, d'ailleurs c'est une réflexion que j'avais quand je voyais notamment le staff de l'équipe de France de rugby et Fabien Galtier qui est je pense que c'est pas simple quand on a l'habitude d'être très très proche du terrain, mais vous savez, faut pas non plus penser que une parole d'un coach pendant le match va changer beaucoup de choses. Ce qui compte, c'est le travail qui est fait dans la semaine, qui est fait tout ce qui est fait en amont dans la semaine ou depuis des mois ou depuis des années. C'est surtout ça qui compte. Et puis les joueurs, l'objectif c'est qu'ils aient assez de confiance en eux et assez de connaissance du jeu pour s'adapter. C'est ce qu'ils font tout le temps. Donc ça changera pas grand-chose pour eux. Comment vous avez vécu cette première contre le PSG sur le banc ? Je l'ai bien vécu parce que comme le dit Franck, il y a un projet de jeu que les joueurs connaissent, il y a un plan de jeu que les joueurs connaissent et puis qu'ils appliquent quand on est sur le terrain. Vous savez, quand on est sur le banc de touche et puis qu'on entend les supporters de Bollaert faire tout le bruit qu'ils font, c'est déjà difficile de passer des consignes aux joueurs, donc ou alors il va falloir qu'on le fait dans un moment un petit peu plus calme. Mais non, ils ont la maîtrise du sujet, ils savent où on veut aller, ils savent comment le faire. Tout a été préparé avec le coach, avec le staff, et donc il y a juste besoin de dérouler, quoi. Vous serez encore sur le banc à Toulouse et à Nantes. On vous a vu debout quasiment pendant tout le match contre le PSG. C'est votre façon de vivre le match ? Ouais, je vis le match quand je suis debout. Je suis concentré, je regarde. Je suis vraiment focus sur tout ce qui se passe. D'accord.
On va revenir un petit peu sur votre quotidien. J'avais posé cette même question à Franck Hez quand il était à votre place. En dehors de votre travail, en dehors de votre journée, est-ce que vous arrivez encore à consommer du football le soir Et comment vous le consommez surtout? Oui, j'arrive à consommer du football, mais généralement, je n'arrive pas au bout des matchs. Parce que j'ai pris l'habitude de regarder les matchs toujours en me posant des questions, en essayant de comprendre la tactique, pourquoi l'équipe sort le ballon comme ça, quelles sont les lignes de pression. Voilà. Donc en fait, ça me demande une grosse concentration et généralement sur la fin de journée, j'ai du mal à durer. Donc je m'endors généralement à la fin d'une première mi-temps. Vous n'arrivez plus à regarder un match en tant que passionné de foot? Ça, je me suis jamais posé la question. C'est quoi regarder un match en tant que passionné de foot? Sans prendre de notes ou sans votre téléphone? Si, je suis capable de les regarder sans prendre de notes, mais d'abord j'ai besoin de comprendre pourquoi le coach a fait ça ou pourquoi le joueur réagit de la sorte. Voilà, c'est toutes ces questions que je me pose tout le temps quand je regarde un match. C'est toujours coach en fait. Est-ce qu'il y a aujourd'hui, pour rebondir sur cette question, est-ce qu'il y a aujourd'hui une équipe qui vous interpelle en particulier? Pas forcément en France, hein, mais par son style, par ce qu'elle dégage. Est-ce qu'il y a une équipe qui vous voudriez en savoir un petit peu plus? Ouais, ben, je regarde. J'ai beaucoup regardé City dans la façon de jouer. J'ai beaucoup regardé Liverpool dans ses phases de transition. Vous allez me dire, ça vient toujours de l'Angleterre. Après, j'aime beaucoup l'Inter de Milan, l'Atalanta, voilà, qui ont des systèmes similaires aux nôtres. Bon, pour l'instant, c'est les mêmes réponses que Franck Hez. Hein. Voilà, mais après, mais comme je vous dis, moi, j'ai besoin de sentir la passion dans le football. Voilà, j'ai besoin de voir des joueurs qui prennent du plaisir à jouer le football qu'ils jouent, qui prennent du plaisir à faire des efforts pour les partenaires, qui cherchent à rendre fier tout un public qui se trouve autour. Voilà, donc c'est émotion, émotion, émotion. Si vous deviez vous entretenir avec un technicien là, en sortant de ce studio, ce serait lequel? Je pense que j'irai voir Klopp. D'accord. Voilà, parce qu'il a une façon de manager qui m'intrigue. Voilà. C'est-à-dire? C'est-à-dire que je le sens très autoritaire. Il est carré, il sait ce qu'il veut. Mais en même temps, ses joueurs lui donnent tellement que je voudrais savoir comment il fait. D'accord. Bon, il ne sera pas à la sortie du... Non, il ne sera pas à la sortie. Lilian, dernière question, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année 2024? On est encore dans la période des vœux. La santé. Voilà. La santé, tout le reste je l'ai. Parfait. Une très bonne réponse. Merci beaucoup d'avoir été sur ce plateau. Merci d'avoir été aussi franc dans vos réponses. Et puis on vous souhaite le meilleur pour Lens et pour cette fin de saison. Merci à vous de m'avoir reçu. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Voilà, merci de nous avoir suivis sur ILTV. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Sport Express. À très vite.